Laporte, s'il vous plaît. Comme ça, on démarre. Merci à tous d'être là. Je rappelle donc pour les traductions, le Channel 2, le canal 2, c'est pour le français, et le canal 3 pour l'anglais. Merci donc à vous d'être ici nombreux pour participer à ce panel ô combien important, puisqu'on va parler de santé, santé en Afrique, avec un titre qui annonce la couleur. Comment développer et favoriser l'accès aux médicaments génériques? Derrière cette question, il y a bien sûr plusieurs questions de fond sur l'état de la santé sur le continent africain, quelles sont les grandes pandémies, quels sont les risques actuels et les risques à venir. Et puis on parlera aussi de l'économie, on peut dire, du médicament, comment tout cela s'organise-t-il. On parlera de tout ça avec bien sûr des experts en la matière, chacun à leur niveau. Je vous les présenterai dans quelques instants, mais avant tout, peut-être une petite introduction et un mot pour dire qui je suis. Je m'appelle Eric Nindou, je suis le directeur de l'information de Vox Africa TV, qui est une chaîne de télévision panafricaine basée à Londres avec des bureaux un peu partout en Afrique, et dont le but est de promouvoir une image positive du continent et de mettre à l'avant les enjeux contemporains du continent africain. Alors, concernant la santé publique, c'est un facteur clé du développement, l'accès à la santé, le nombre de médecins par habitant, le prix des soins, l'accès aux médicaments, ce sont tous des éléments qui font partie bien sûr de l'indice de développement humain d'un pays. Les mots de la directrice, l'ex-directrice générale de l'OMS disaient ceci: un monde extrêmement déséquilibré en matière de santé n'est ni stable ni sûr. Donc il y a aussi, on parlait hier dans un autre panel de sécurité alimentaire, on peut aussi parler de sécurité sanitaire, c'est aussi un élément important. L'implication donc de la santé sur le développement économique est évident. Une population qui n'a pas accès aux soins est une population dont la productivité et l'espérance de vie sera faible. Désormais, il y a aussi les maladies comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète ou le cancer qui font peser près de 80% de leur charge sur les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ces maladies chroniques coûtent très cher. Il y a donc nécessité d'instaurer ou de développer, là où ça n'existe pas, ou là où ça existe déjà, des systèmes de remboursement des soins de santé en Afrique, système de sécurité sociale ou de mutuelle, comme il en existe dans les pays développés. Et alors aussi ajouter que les maladies infectieuses ou parasitaires ont des traitements très coûteux. Et on se souvient bien sûr la pandémie du VIH-Sida. Si elle n'avait pas bénéficié d'un accès aux médicaments génériques, les chiffres des victimes justement de cette pandémie auraient été plus importants sur le continent africain. Il reste à faire la même chose par exemple sur d'autres maladies comme le paludisme ou la tuberculose. Alors il y a les difficultés financières bien sûr, mais il y a aussi les difficultés géographiques. Il faut œuvrer pour étendre les points de distribution sur l'ensemble des territoires. Par exemple, moi, je viens d'un pays immense qui est la République démocratique du Congo. Et c'est vrai que dans ce pays-là, il fait 7 fois la France. Donc, il n'y a pas des points de distribution de médicaments dans tous les coins et recoins du pays. Il n'y en a que dans les grandes villes et peut-être même uniquement dans les chefs-lieux et dans la capitale. Donc, c'est un travail très important qu'il faut mettre en œuvre. Alors, l'enjeu des génériques, on pourrait le résumer d'une double façon. Il y a à la fois la question qui porte sur le fait qu'il faut développer la production locale afin de réduire les coûts justement des médicaments génériques, et il faut aussi élargir leur accès via des circuits de distribution beaucoup plus formels et beaucoup plus contrôlés. Et là on touche la question aussi très importante des faux médicaments qui envahissent de plus en plus les marchés en Afrique. J'étais il n'y a pas longtemps à Brazzaville et j'ai vu sur le marché de Brazzaville des médicaments qui étaient vendus souvent de marques asiatiques, mais pas seulement, et qui étaient là sans aucun contrôle. Donc la substitution des génériques aux molécules originelles permettrait d'économiser jusqu'à 60% des dépenses pharmaceutiques des pays africains. Je parle sous le contrôle d'experts qui modifieront ou corrigeront les chiffres que j'avance, en tout cas les statistiques. L'obstacle au développement des génériques n'est pas financier, mais il réside dans la protection et les brevets des médicaments mis en place par les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est une question auquel aussi on va s'attarder. Donc, parmi les questions que l'on pourrait poser, il y a d'abord celle du cadre
de l'état de la santé en Afrique. On parlera aussi de l'économie, justement, des médicaments. Qui détient aujourd'hui les brevets des médicaments qui soignent les principales maladies qui frappent l'Afrique actuellement? Comment favoriser le développement de lignes de production locales, de génériques? Comment améliorer les circuits de distribution? Comment étendre la liste des exceptions, donc par rapport aux brevets, à toute la liste de médicaments essentiels dressés par l'OMS, par exemple? Et puis comment enfin s'assurer de la qualité de ces médicaments, et notamment donc de ces médicaments génériques? Pour en parler, donc, je le disais, il y a avec nous, je commence par à l'extrême donc de ce panel, il y a monsieur Mathias Sommet, qui est président de la Fédération africaine de santé publique. Bonjour et merci d'être avec nous. À côté de lui, il y a monsieur Pierre Jacquemot, qui est ancien ambassadeur de France en Afrique, grand connaisseur, fin connaisseur du continent africain. Ensuite, il y a monsieur Ayman Chek Lalou, qui est directeur exécutif de Copper Pharma, qui est du Maroc même, donc une grande société marocaine dans le domaine de la pharmacie. Et enfin, il y a monsieur Thomas Baïki, qui est chercheur principal pour la santé globale, l'économie et le développement au Conseil des relations étrangères. Il nous vient des États-Unis d'Amérique. Alors, je commencerai d'abord par un premier tour de table. Je demanderai à chacun des panélistes de se présenter à la fois, parce qu'ils ont des titres multiples, mais très peu en disant donc quelle est sa fonction et aussi comment se rapporte-t-il à cette problématique justement de la santé publique et de la distribution des médicaments génériques. Je commencerai par vous, monsieur Sommet. Merci. Je suis Mathias Sommet, je suis médecin de santé publique. J'ai eu une parenthèse diplomatique comme ambassadeur du Burkina à Paris, mais c'est une parenthèse. Je suis retourné à la santé publique en agissant beaucoup plus sur la société civile, d'abord au niveau de mon pays, ensuite dans l'ensemble des pays du continent, où nous venons de créer la Fédération africaine des associations de santé publique. C'est quoi la santé publique? C'est une discipline ou une approche qui vise à amener les politiques à mettre l'accent sur la protection de la santé du plus grand nombre, donc la prévention contre les risques, et ensuite à promouvoir la santé pour ceux qui se portent déjà bien, et enfin qui travaillent à ce qu'il y ait un accès équitable de tous aux soins de santé. Et la thématique que nous traitons aujourd'hui rentre dans le cadre de nos préoccupations. Parce que nous sommes, avec l'OMS, en train d'amener les États africains, excusez-moi, prenez un peu d'eau. C'est ce que je vais faire. Donc, amener les États africains mettre des politiques pour l'accès universel aux soins. On ne peut pas parler d'accès universel aux soins sans parler d'accès aux médicaments. Et c'est pour cela que la thématique d'aujourd'hui nous interpelle et nous verrons avec les collègues avec qui nous allons discuter comment nous agissons au niveau de chaque pays et au niveau de la Fédération africaine des associations de santé publique pour faciliter l'accès universel aux soins dont l'accès aux médicaments essentiels constitue un des piliers. Merci beaucoup, monsieur Sommet. Donc, en quelques mots, on a compris que vous œuvrez au niveau donc de la promotion justement de la santé publique. Même question donc à Pierre Jacquemot, je l'ai dit, ancien ambassadeur de France en Afrique, qui s'intéresse donc à toutes ces questions de développement et notamment les questions de santé. Hier, il a fait une excellente intervention lors du panel sur la sécurité alimentaire. Alors, présentez-vous et dites-nous comment vous vous rattachez à cette problématique qui est la nôtre ce soir, enfin aujourd'hui. Merci. Effectivement, j'ai été diplomate pendant 25 ans dans différents pays africains, mais c'est surtout, donc je suis un témoin des problèmes de santé en Afrique, mais c'est surtout en tant que président d'une grande ONG française qui s'appelle le GRET, qui est une ONG de professionnels du développement, que j'interviens
puisque nous avons dans une trentaine de pays africains, mais également en Asie et à Haïti, des programmes visant à assurer la promotion de la couverture sanitaire universelle, ainsi que vient de l'expliquer le docteur Sommet. Et dans ces actions en direction tout particulièrement des plus pauvres, des plus démunis, puisque c'est le public cible de nos actions, évidemment le médicament est un élément fondamental, à la fois en termes d'accès. Vous avez cité votre grand pays que je connais bien, mais également en termes de prix. Mais il y a une dimension sur laquelle j'apporterai, si c'est utile, une contribution, c'est celui des mécanismes qu'on met en place en termes de financement pour favoriser cet accès. Vous avez parlé de mutuelles de santé, on peut parler également de mécanismes nouveaux d'assurance maladie, qui sont autant de mécanismes qu'on met en place pour assurer cette accessibilité et ce respect de ce qui est devenu un droit fondamental aujourd'hui, qui est la santé, le droit à la santé pour tous. Merci beaucoup, Monsieur Jacquemont. Alors, Monsieur Tchèque Lalou, je l'ai dit, directeur exécutif de Cooper Pharma, bien connu donc ici au Maroc, mais pas seulement. Alors, expliquez-nous aussi donc un petit peu votre parcours, votre travail au sein de votre société et comment vous agissez dans le cadre de cette problématique de l'accès aux médicaments génériques. Merci. Donc, Ayman Cherhlou, donc laboratoire Cooper Pharma, c'est un laboratoire qui est marocain et qui existe depuis 80 années et qui travaille à fabriquer des médicaments originaux de Princeps et également des médicaments génériques de marque pour le marché marocain, mais également pour 16 pays d'Afrique principalement francophones, donc qui est notre sujet, et également d'autres pays sur les pays du Golfe, mais également l'export. Et nous avons toute une organisation sur ces 16 pays d'Afrique et qui constitue une occupation et un marché très important pour nous. Et je suis content de contribuer au débat. Merci. The same donc for you, Mr. Thomas Boiki. Expliquez-nous donc, vous, on l'a dit, hein, vous êtes Senior Fellow pour la santé globale, l'économie et le développement pour le Conseil Foreign Relations Council. So, dites-nous en quoi cette problématique vous l'appropriez. Well, first of all, I'll be speaking English, so I'll give everyone a second to put on their direct translation if they need it. And I'll use that time to thank the Amadeus Institute for holding this session and having me here. It's a great topic and a very good panel, and I'm pleased to be part of it. I split my time currently between the Council on Foreign Relations, where I'm their Senior Fellow for Global Health, Economics and Development, and the Bill and Melinda Gates Foundation. At the Council, I write about issues that intersect with how to improve health and how to develop the economies. So from that perspective of economies of low and middle income countries in particular. And from that perspective, talking about African generic drugs is very natural for me. From my work at the Gates Foundation, I focus on regulation, particularly the regulation of global health technologies, vaccines, and medicines trying to reach the world's poorest, many of whom are in Africa. Prior to doing these two positions, I was Director of Intellectual Property and Pharmaceutical Policy at the White House. So I bring that background to this issue as well. And I think any panel on African generics really needs to start with the question that is it important that generic drugs be produced in Africa? Economies, I have a trade background, economies are not all meant to produce the same things. It's a notion of comparative advantage. Some products are better suited to be produced elsewhere. Is it important that generic drugs be produced in Africa? And I would argue it is for 4 reasons. The first is that it's important that generic drugs be produced in Africa because we need to increase access to quality and affordable medicines.
Those of you that follow discussions at the UN will know that the Millennium Development Goals are expiring in 2015, and one of those goals was Millennium Development Goal 8, which focused on the increase of accessible, affordable access to medicines in low and middle income countries. So it's been recognized as an important global goal for at least 15 years. We are far from that, although there's some progress that has been made. In most OECD countries, retail access to medicines on the essential medicine list, the World Health Organization essential medicine list, most pharmacies, something in the area of 90% on average in OECD developed economies have it. That percentage is less than 40% in sub-Saharan Africa. There's also a challenge of quality that remains, even in countries that have fairly well-developed national regulatory authorities like Ghana and Nigeria. There's a recent World Health Organization study done of the quality of malaria drugs produced in those markets, and it found that 40% of the drugs on the Ghanaian market for anti-malarials were substandard. That percentage was 2/3 in Nigeria. So we have a problem of both access and quality in many parts of Africa. The second reason it's important is for sustainability. A lot of the donor programs, the Global Fund, many programs we fund at the Bill and Melinda Gates Foundation, these will not continue indefinitely. So there's been a big increase in access to medicines for HIV/AIDS, malaria, tuberculosis, that will not go on forever. Most of those needs are currently being met by products produced in India. That is also something that will not go on forever because many of the Indian pharmaceutical companies want to sell products in the US. And they want to sell products in the US because the pharmaceutical market is much larger. So it will not go on indefinitely that those companies will look to fill the health needs of low and middle income countries. The last reason is health needs are changing throughout Africa. No longer are infectious diseases, HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis the largest killer in all of Africa. In many countries, it's cancer, it's diabetes, it's heart disease, it's chronic respiratory illnesses. Those are not health needs that are being targeted by the international donors currently. So in order to meet those needs, you need products. In order to have those products be accessible, they need to be affordable. For those products to be affordable, they need to be generic. The last issue is economic development. As I mentioned from the outset, developing pharmaceutical sector is part of economic development. It is something that has played a large role in the Chinese economy, in the Indian economy, in Brazil. According to IMS Health, which is the largest entity that projects pharmaceutical industry needs, the size of the African pharmaceutical market will be $24 billion by 2014. Some of that money should stay with African companies. It is an important thing that African companies be able to produce high quality, accessible, affordable generics. And I look forward to our discussion. Merci, thank you very much. Donc, on est déjà là au cœur de la question, donc de l'enjeu. Il vient de nous expliquer donc pourquoi il y a une nécessité à ce que ces produits génériques soient produits en Afrique, soient développés des lignes de production sur le continent africain. On va rebondir là-dessus, mais peut-être en essayant de cadrer ce que je disais, l'état des lieux de la santé en Afrique, et je vais me tourner vers vous, Monsieur Sommet, puisque vous faites partie, comme vous avez dit, de ce groupement d'associations de santé publique en Afrique. Quelles sont aujourd'hui les grandes maladies ou épidémies ou pandémies qui touchent le continent et qui pourraient être soignées grâce au développement de lignes de produits génériques sur le continent? Le monsieur qui est intervenu tout à l'heure a brossé un peu le tableau, mais il faut dire que les maladies qui préoccupent aujourd'hui tous les pays du continent, c'est surtout, comme on l'a dit, c'est le VIH-Sida, le continent africain qui compte moins de 11% de la population mondiale supporte pratiquement 75% du fardeau dû à cette maladie-là. Vous avez le paludisme qui touche à peu près, j'allais dire, dans le monde, l'Afrique supporte 60%
encore des cas de paludisme. Vous avez la tuberculose, qui est une maladie due essentiellement aux mauvaises conditions de vie et d'alimentation, où le continent africain encore tient le flambeau. Mais en marge de ces 3 grands fléaux, vous avez les autres maladies. On a des maladies qui sont spécifiques, telles que les maladies tropicaux négligées. Vous avez la filariose, vous avez la bilharziose, vous avez le trachome, etc. Mais en plus de cela, à cause donc du mode de vie dans les zones urbaines, nous avons les maladies cardiovasculaires qui augmentent, nous avons le diabète qui augmente, mais nous avons également des maladies telles que le cancer lié au mode de vie. Les gens fument, les gens boivent, prennent des boissons alcoolisées. Vous avez pas mal d'accidents de la route, vous avez pas mal d'infections également dues à la poussière, aux conditions de vie. Donc voici un peu le tableau épidémiologique, j'allais dire, des pays du continent africain, avec des prévalences variantes d'un pays à l'autre. Bien sûr, là, c'est dû au fait que nos pays n'ont pas eu de politique axée essentiellement sur le contrôle des facteurs de risque. Donc l'assainissement est encore laisse à désirer dans beaucoup de pays en dessous du Sahara surtout. Et les problèmes alimentaires, dans la mesure où il y a beaucoup de cas de malnutrition, ne font pas partie des préoccupations des États, et nous avons dans les zones urbaines, dans les écoles, des problèmes d'obésité qui augmentent, des problèmes qui amènent au cancer, au diabète et à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires. Donc voici un peu le contexte. C'est pour cela que les associations nationales de santé publique invitent les États à mettre l'accent sur le contrôle des facteurs de risque. Les politiques doivent viser non pas à créer des centres de santé pour recevoir des malades, mais agir sur les facteurs de risque pour diminuer le nombre de cas de maladies et impliquer et responsabiliser les communautés dans le contrôle de ces facteurs de risque-là. Très bien. Alors, par rapport justement à cet état des lieux que l'on vient de bien cerner, en quoi la production locale de produits génériques, d'abord, peut-elle aider à combattre ces maladies ? Et vous, en tant que société civile, si je peux dire, quel travail de lobbying vous pouvez faire pour favoriser précisément la diminution du prix, la diminution des coûts de l'accès aux soins de santé, donc notamment aux médicaments, et l'enjeu primordial des médicaments génériques. En quelques mots, puis je poserai la même question aux autres intervenants. Oui. Vous savez, nous avons parlé tout à l'heure de l'accès universel aux soins, et les médicaments constituent un pilier. Pour que les médicaments essentiels contribuent à l'accès universel, il faut qu'ils soient d'abord disponibles. C'est-à-dire, il faut soit les importer, soit les produire. Le mieux, tel que le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est de produire pour 2 raisons. D'abord, en produisant dans nos pays, nous avons un contrôle total sur leur qualité et sur leur circuit de distribution. Parce qu'un médicament importé, nos pays n'ont pas les capacités d'aller jusqu'à la source pour contrôler la qualité du produit lorsqu'ils font un appel. Et c'est le moins-disant qui vient, qui se présente. On n'a pas souvent les capacités de contrôler la qualité du produit. D'où la nécessité, l'intérêt pour nous de militer pour qu'il y ait la production. Mais si vous prenez chaque pays pris séparément, on ne peut pas, tous les pays n'ont pas les capacités de produire toutes les molécules. D'abord, nous disons que les États doivent retenir une liste de produits essentiels au regard du tableau épidémiologique prédominant. Si aujourd'hui c'est le paludisme, le VIH, la tuberculose, il y a d'autres maladies, des maladies émergentes qui devraient amener les pays à élargir la liste des médicaments essentiels pour pouvoir répondre aux besoins des populations qui sont concernées par ces maladies-là. Donc, importer, c'est une chose, et pour que les médicaments soient importés, soient accessibles, il vaut mieux
que ce ne se fasse pas des centrales d'achat et que par région, par exemple, et nous militons pour ça, par région, les centrales d'achat se regroupent pour faire des achats groupés. Et ça facilite le contrôle de la qualité, ça facilite tous les processus, ça fait baisser les coûts de tous les processus de transport, et ainsi de suite. Alors, est-ce que nos pays, comment nous pouvons promouvoir la production par les pays? Nous pensons également que les ensembles d'intégration régionale, les organisations d'intégration régionale peuvent servir de cadre pour produire des produits et des médicaments qui seront distribués dans leur espace et ainsi contribuer à la baisse du coût et également assurer un meilleur contrôle sur la qualité de ces produits-là. Merci beaucoup. Même question à monsieur Pierre Jacquemot, mais vous, avec peut-être l'expérience que vous avez eue d'être dans plusieurs pays africains, il y a peut-être des endroits où cela marche mieux qu'ailleurs et on pourrait en tirer des leçons. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Oui, il y a un des événements les plus importants en matière de santé publique ces dernières années, c'est lorsque une entreprise pharmaceutique indienne, une des plus importantes au monde, Cipla, a mis sur le marché un antirétroviral à $1. Il y a quelques années, les soins nécessaires pour soigner un malade du sida étaient de l'ordre de $20 par jour. Ça a été un événement tout à fait considérable de la part d'un industriel appartenant à un pays où on compte 8000 laboratoires pharmaceutiques et qui couvre à peu près les besoins du pays à 90% génériques, c'est-à-dire avec un produit, un médicament qui est rentré dans le domaine public et qui peut être cédé donc à des prix tout à fait intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Inde exporte 50% de sa production, notamment en Afrique. Cet exemple unique est tout à fait important. Il y a d'autres exemples plus récents d'ailleurs qui montrent, et je dirais un mot si vous le souhaitez là-dessus, qu'on est dans un univers conflictuel. Il ne faut pas croire que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Il faut bien voir qu'il y a des intérêts qui rentrent en conflit sur ces questions. Mais cet exemple a amené un certain nombre de pays africains, y compris en association avec le Maroc, et je pense au Sénégal pour un industriel marocain, un certain nombre de pays africains à se lancer dans la production de génériques. Il y a eu pas mal d'expériences après la dévaluation du franc CFA de 1994, puisque du jour au lendemain, les prix des produits importés ont doublé, donc il fallait trouver des réponses. Et un certain nombre de pays se sont lancés dans la production de génériques. Je pense au Cameroun, que j'ai bien connu à cette époque. Un des pays qui offre une des meilleures illustrations, ce n'est pas un pays de la zone franc, c'est le Ghana, qui a une trentaine de laboratoires. Je signale une expérience intéressante au Bénin, où un industriel local, s'appelle Pharmafrique, produit des génériques, mais il retire du médicament tout ce qui est relativement inutile, tout ce qui est trait à la saveur et un certain nombre d'excipients qui ne sont pas indispensables dans l'effet médicamenteux du produit. Et il retire des éléments de conditionnement pour vraiment ramener le prix le plus bas possible sur des molécules qui font partie des médicaments essentiels. Donc il y a des expériences intéressantes qui peuvent se faire en Afrique, avec bien sûr le problème qui est la limitation du marché, la solvabilité du marché, mais en offrant des médicaments moins chers, on accroît l'accessibilité. Et lorsque ça se passe à un échelon régional, comme le docteur Sommet le préconise, on commence à avoir des résultats tout à fait significatifs. Une des difficultés malgré tout, il faut le savoir, sur le terrain, ce sont les pharmaciens. Parce que si la marge se fait ad valorem, évidemment, un médicament que vous vendez 100 francs CFA vous rapporte plus qu'un médicament que vous vendez 10 francs CFA, par définition. Donc c'est là qu'il est absolument indispensable que l'État intervienne pour élaborer une politique de prix et de marge qui permette de rendre tout à fait profitable l'activité de générique. Merci beaucoup. Alors, monsieur Tchèque Lalou, vous produisez des génériques, mais des génériques d'un type particulier. Alors, peut-être expliquez-nous, de par l'expérience qui est la vôtre, comment, au Maroc, on a réussi justement à s'investir dans cette industrie. Alors, si vous le permettez, pour recadrer en fait le thème, nous sommes en train de parler de comment améliorer l'accès à la santé, parce que la santé est un élément indispensable du développement.
Donc on est là. Le générique, la production étant certaines briques. Mais la santé est un système, un ensemble complet qui est holistique. Et lorsqu'on se pose cette question sur le cas de l'Afrique, et aussi à la lumière de l'expérience réussie dans ce domaine-là au Maroc, il y a 5 points que je voudrais partager rapidement. Premièrement, en Afrique, il y a une mentalité encore plus forte que dans d'autres pays, qui fait, et qui existe également en Chine, qui fait que la médecine traditionnelle a un poids très important. Or, la médecine traditionnelle n'est pas toujours suffisante. Donc, il y a d'abord un travail au niveau des mentalités. Et ça doit être fait par la société civile, par les gouvernements, de dire attention, il y a des maladies sérieuses qu'on ne traite pas toujours avec les choupes, qu'on ne traite pas. Ça, c'est le point 1 de mentalité. Le deuxième point, c'est un point concernant, qui a été évoqué par nos amis, la contrefaçon. En Afrique, il y a un nombre très important, je parle sous le contrôle de notre ami, peut-être jusque 40% de médicaments contrefaits. Comment on s'attaque aux médicaments contrefaits? Ce n'est pas facile. Il y a 2 choses. Au Maroc, nous n'avons pas ce problème, grâce à Dieu, parce qu'on a une autorité de santé avec un laboratoire national de contrôle qui est agréé par l'Union européenne, qui contrôle tout. Donc il y a un premier travail des autorités des ministères de la Santé de contrôler de manière stricte tout médicament qui est en Afrique. Ça commence par ça. Le deuxième point, il y a aussi une volonté politique qu'il doit à développer en Afrique, parce que la contrefaçon, c'est un business. Certains rapports expliquent que le business de la contrefaçon de médicaments dans les pays d'Afrique, je ne parle pas de Nord-Afrique, est peut-être supérieur à celui de la drogue. Donc il y a une volonté politique. C'est-à-dire quand on prend un problème, j'élargis volontairement le sujet, mais ça ne sert à rien de dire on a monté une usine, on a réglé le problème. Donc il y a ce problème des contrefaçons où, il faut un ministère de la Santé qui contrôle strictement, et deuxièmement, une volonté politique qui fait mal à la contrefaçon. Troisièmement, se pose la question de quels sont les acteurs, quels sont les fabricants, les importateurs dans cet environnement du médicament. Alors ça, c'est très intéressant, et on va trouver ici un paradoxe. C'est-à-dire que nous sommes dans une des zones qui est encore en développement, qui est moins développée que d'autres pays, États-Unis, Europe, etc. Et lorsqu'on voit la pénétration du générique en Afrique, je connais, je maîtrise mieux les chiffres de l'Afrique francophone, 16 pays sur lesquels nous sommes. Lorsque vous voyez le IMS dont parle notre ami, ce qu'on extrait sur ce marché privé d'Afrique, c'est que seulement 20% des médicaments sont des génériques. Ça veut dire que 80% viennent de multinationales, sont fabriqués à l'étranger et exportés. Et souvent, vous trouvez ces produits dans les pharmacies à Dakar, à Yaoundé ou à Ouagadougou plus chers qu'à Paris. Et donc ici, nous avons des acteurs qui sont des multinationales qui ont 80% de part de marché. Et le générique n'en a que 20%. Alors qu'aux États-Unis, première économie mondiale, je vais vous surprendre, mais ce sont les chiffres, 80% des médicaments aux États-Unis, en unité, sont des génériques. C'est incroyable. En Allemagne, 80% des médicaments sont des génériques. En unité toujours. En valeur, c'est plus fort parce que le prix des médicaments de dernière génération est très fort. Au Maroc, 30% seulement des médicaments sont des génériques. Nous avons encore 70% de médicaments venant de multinationales, de princeps ou d'origine. Donc mon point 3 est de dire qu'il faut regarder, les autorités doivent regarder quels sont les acteurs. Aujourd'hui, on est dans un jeu où les providers de médicaments sont des sociétés multinationales. Il s'agit par là, et ça rejoint ce que nos amis disent, d'encourager plus des acteurs locaux, fabricants africains, fabricants ou importateurs ou promoteurs, à rentrer plus dans le jeu. Ça, c'est concernant l'aspect de fabrication. Concernant ensuite la distribution, lorsqu'on voit en Afrique francophone, quelle est la distribution? C'est-à-dire notre industrie, elle est organisée de la manière suivante. Vous avez des industriels, vous avez des grossistes, des distributeurs et des pharmacies. 80% dans le marché privé du médicament
en Afrique francophone passe par 2 distributeurs qui sont français. Donc, je veux dire, vous ne pouvez pas rentrer en Afrique francophone si vous ne passez pas par des distributeurs qui sont établis à Rouen, qui ont des plateformes. Ça aussi, c'est un point. Ne faut-il pas encourager un peu plus des acteurs locaux, des acteurs camerounais, des acteurs sénégalais, comme on a fait au Maroc. Aujourd'hui, 100% des distributeurs sont marocains. C'est des choses qui sont en train de se passer en même temps, mais je veux donner juste une image d'aujourd'hui. Enfin, il y a un facteur qui me paraît important. La production locale est importante. Elle doit répondre à des règles de qualité. Donc, avant d'aller en production locale, il faut des autorités de santé qui puissent contrôler que le médicament est sécurisé. Mais soit, nous avons maintenant supposé que nous avons la production locale qui donne l'avantage de disponibilité, qui donne l'avantage d'indépendance. Quand il y a une souveraineté, c'est très important. Mais encore faut-il, un médicament moins cher n'est pas suffisant. Parce qu'il faut aller convaincre les prescripteurs. Aujourd'hui, dans l'organisation du marché privé, le médecin, le pharmacien a un rôle important. Donc il faut qu'on aille convaincre en Afrique le médecin que c'est un médicament qui est produit ici ou importé, qui est générique, quel qu'il soit, produit ou importé, qui est équivalent ou bioéquivalent au princeps, qui est de qualité, qui est sécurisé. Et là, ça, c'est un boulot, c'est un travail énorme. Parce que là, on rentre dans le domaine de la promotion médicale. Il ne s'agit pas seulement d'une promotion à un but mercantile, mais il s'agit vraiment d'aller au niveau des pharmacies, au niveau des médecins, et souvent en Afrique, des médecins dans des coins qui sont isolés, pour donner l'information scientifique. Le boulot du laboratoire pharmaceutique, il ne faut pas penser qu'il y a toujours une visée mercantile, mais il y a une promotion et une information scientifique. Cette information scientifique n'a pas été faite en Afrique parce que les players, les acteurs, étaient des multinationales dont les prix sont chers. Une multinationale est une société qui est cotée à la bourse, dont le but, c'est de rémunérer l'argent des actionnaires. Très bien, et ça marche, soit. Mais je veux dire, on fait des arbitrages. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage qui est fait par la multinationale. Quand elle a un produit cher, elle ne va pas pouvoir visiter tous les médecins. Donc vous vous retrouvez, et c'est ce qu'on a vécu au Maroc, vous vous retrouvez, société générique qui produit, à venir présenter des molécules qui ont peut-être 10 ans, qui sont déjà connues, 10 ans hors brevet. Et pourtant, l'information scientifique sur les effets secondaires, sur l'efficacité, sur toutes les études, n'a pas été faite. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la disponibilité, qu'elle vienne d'une fabrication ou d'une importation d'un générique, il faut également travailler avec le corps médical. Et travailler avec le corps médical, ça passe, à mon sens, par des acteurs locaux. Ma conclusion est que cette solution d'améliorer l'accès en Afrique à la santé passe beaucoup par des acteurs locaux. Qu'ils soient fabricants, importateurs, promoteurs, il faut faire ça. Et le Maroc est un exemple qui partage. Vous avez dit, il y a des usines marocaines en Afrique, il y a plusieurs acteurs. Nous sommes présents sur 16 pays avec 70 personnes de COPER qui sont là-bas. C'est très important. Et je pense que c'est plus facile de faire ça entre pays du Sud, à travers des alliances, à travers des associations, qu'entre d'autres pays qui sont occupés sur d'autres problématiques, d'autres choses. Donc nos solutions sont entre nos mains. Merci beaucoup, mais je reviens vers vous parce que vous avez expliqué quelque chose en disant que le marché, en quelque sorte, n'était pas totalement libre. Il y a des rentes de situation, vous l'avez dit, par exemple en Afrique francophone, le marché sur lequel vous travaillez aussi, il y a 2 distributeurs français qui se partagent le marché. Alors comment au Maroc on a fait pour casser ces monopoles et ces rentes de situation? Faut dire que on n'a pas cassé, on a eu du temps. Les choses prennent du temps. Je veux dire, pour être autonome, il y a une courbe d'apprentissage, il y a des choses. Donc les choses n'ont pas été cassées. Aujourd'hui, au Maroc, on a une très bonne harmonie entre les multinationales et les fabricants locaux. Néanmoins, il y a des choses qui ont été faites intéressantes au Maroc. On a dit, par exemple, lorsqu'un médicament est fabriqué localement et que c'est une technologie qui est accessible, nous allons favoriser les gens qui fabriquent localement. Ça a fait que même les multinationales, aujourd'hui, la moitié des usines au Maroc appartiennent à des multinationales.
et le reste à des nationaux. Donc on a mis en place des choses comme ça pour favoriser une fabrication locale. Ensuite, il y a eu des mesures de sensibilisation pour dire, écoutez, le générique est équivalent, on vous garantit une qualité, nous, ministère de la Santé, parce qu'on contrôle, non seulement le laboratoire national de contrôle du Maroc contrôle, mais il est lui-même lié à l'Europe. Il y a des médicaments de l'Union européenne qui sont envoyés d'Europe pour être contrôlés dans ce labo. Il est agréé. Donc, je veux dire, c'est des normes drastiques. Donc, on a sécurisé le médecin en disant c'est un élément de qualité, donc il est équivalent, soyez à l'aise. Et ensuite, les laboratoires, dans leur pratique de tous les jours, d'interaction avec le corps médical pharmaceutique, un médecin ou un pharmacien, il sent s'il a en face de lui un laboratoire sérieux ou pas. Donc voilà un certain nombre Ensuite, dans les appels d'offres, on a dit on va prioriser les génériques. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'achète un produit beaucoup plus cher? Parce qu'il faut savoir, et monsieur y faisait allusion, c'est quand même une industrie privée, qu'elle soit générique ou multinationale, où il y a des enjeux. Donc forcément, les gens qui ont les poches les plus profondes, et c'est souvent des grosses sociétés, vont utiliser de ça en termes de dénigrement. Récemment, un des premiers laboratoires européens a été jugé et condamné à payer des amendes lourdes pour avoir dénigré le générique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut contrebalancer le pouvoir de la Big Pharma, des Big Corporations, avec aussi un État qui arbitre et qui juge. Voilà, c'est tout à fait... Si nos amis indiens ont réussi à développer le niveau de santé en Inde, pourquoi est-ce que nous, en Afrique, on n'y arriverait pas? Et ils ont été un peu protectionnistes dans certains cas. Faut pas hésiter, hein. Exactement. Même question donc à Monsieur Boïki. Vous avez en plus dit que vous avez une expérience au niveau de la question de la propriété intellectuelle. Hein. Alors on en parle là. On dit si on veut améliorer et augmenter les productions locales, il faut dealer avec les multinationales qui détiennent souvent ces brevets-là. Alors vous, comment vous pourriez juger les multinationales? Simplement, on ne peut pas les juger comme des ennemis de la santé publique en Afrique. Il faut essayer d'avoir... Quel est le bon compromis que les États africains pourraient mettre en place avec l'aide de la communauté internationale pour la promotion justement d'une bonne santé publique, pour essayer de favoriser la production ou en tout cas l'appropriation des génériques sur le continent africain, comme on a vu que ça s'est fait en Inde, par exemple, comme viennent de le dire les précédents intervenants. Thank you. It's a great question. I'll start by noting that some progress has been made. It's not that there are no countries producing generic drugs within Africa. 38 African countries are producing generic drugs. Some countries, those markets look very different. Most of those companies are small family-owned companies that only... Second. Better? Okay. Most of those companies are small family-owned companies that support national markets. There are certainly some very large generic pharmaceutical companies in Africa. Aspen. There you go. I apologize. It was the feedback. Aspen Pharmacare in South Africa is one of the 10 largest generic companies in the world. Medis in Tunisia is also very large generic pharmaceutical companies. They sell internationally, they sell domestically. It certainly can be done in some markets. There are increasing number of joint ventures. South Africa just set up its first institute to start producing vaccines. You are seeing some interesting things in Africa in terms of medicine production. But the vast majority of generic pharmaceutical companies in Africa are dependent on imported active pharmaceutical ingredient. For those of you that aren't pharmaceutical experts, all that means is the ingredient that makes the product
effective. 95% of the generics produced in Africa are produced with imported active pharmaceutical ingredient. So that really only leaves the end manufacturing, the assembly, the finishing of these products, which is a lower margin business. So you have that dependency. The product mix, the medicines that are produced here by local companies don't match either local healthcare needs. Very few of the products produced are match well with the drugs that are on the essential medicines list. They also don't match very well with the products that the large donors are buying. So one of the ways the Indian pharmaceutical industry managed to grow its pharmaceutical sector was by selling to the large funds that were purchasing antiretrovirals and other products. There are very few, there have been a couple. There is a Ghana company that has managed to start selling to those donors, but most African pharmaceutical companies haven't been able to breach that market. And as we mentioned before, there are some issues of quality depending on the markets. There are some very good national regulatory authorities, South Africa, Ghana, some of the ones in North Africa as well, but there are many ones that are really just still starting out and have a long way to go to be able to control their market. So there are a lot of things that need to happen for the generic pharmaceutical sector to become more robust in Africa. Part of that, you need more people with the technical skills to be able to work in that. It's a very demanding form of manufacturing. You need the people that can do that. You, of course, need more capital investment. But I would argue really the baseline thing that has to happen for the African pharmaceutical sector to take off is you need better regulation. If you can have better regulated products, there will be more confidence in the quality of products. You'll see more foreign direct investment. You'll see more investment in building the skills that people need. You'll also see people more confident to buy local generics. There is certainly marketing that goes into why people buy branded generics or buy patented products from multinationals when there is a effective generic on the market. But for in many countries, it's because the population is convinced, rightly or wrongly, in some cases wrongly, that those products will be more safe. And they buy them for that reason. They buy them because they're brand name. So investments in regulation can really help. I will take this opportunity to plug a project that the Bill and Melinda Gates Foundation is doing with the World Bank and with the African Union, which is the African Medicines Regulatory Harmonization Initiative. This project is looking at doing cooperative regional approaches to medicines regulation. There are going to be some national regulatory authorities that are entirely capable of becoming world-class national regulatory authorities. There are many that are on their way already, like, for instance, South Africa and a number of others. But there are many regions where it is just not practical to build a national regulatory authority that can function on its own for every area of medicines regulation, particularly not in the short term. So there are projects to look to allow national regulatory authorities to cooperate and work together, to pool resources. The particular project I mentioned is focusing on the East African community, so the 5 countries in the East African community, getting them to work together. It started in 2009. In 2012, ran its first pilot, and it managed to reduce the time it takes to register a generic pharmaceutical product by 40%. High quality, predictable, efficient regulation, I think, really is the way to build this sector. Now, to tie to the compulsory licensing standpoint, this somewhat ties in. The reason why the Indian pharmaceutical market has been able to make use of compulsory licensing, and it's a long story why they're just happening now. For a long time, the Indian pharmaceutical market didn't have pharmaceutical patents, so that's another reason why that market took off. But they've been able to do this because they have companies that can make the products that they're issuing the compulsory license for. This comes up a lot in the oncology products. These are technical, high-end products that not every company can make.
and they've been able to produce them under a compulsory license to meet their very large domestic market. The thing to understand about patents, you don't get a patent globally, you get a patent for each country. So India is able to issue compulsory license and reach scale just by the fact that they have 1.1 billion people in the Indian market, and you can have companies that are just feeding that market for oncology products. That's not going to be true in every African country. So I'm not convinced that compulsory licensing is really the ultimate solution. It may be for some African countries under some circumstances, but really what we need to do is to see more investment in regulatory systems, and cooperating may be the way to do that in the short term. Thank you. Merci beaucoup. Alors, M. Sommet, il vient de le dire, hein, il ne suffit pas d'avoir les licences, il faut encore avoir la capacité technique aussi de pouvoir le produire. Et puis aussi, il ne suffit pas d'avoir, si je peux dire, posséder ces licences pour produire, parce qu'on les octroie par territoire. L'Inde, qui est un territoire immense, ça fait effet de masse, obligatoirement, mais en Afrique, il y a des très petits pays, et puis il y a des mastodontes comme le Nigeria ou bien d'autres. Alors vous, au niveau de votre association de santé publique, est-ce que vous prenez une stratégie plus mutualiste, une stratégie collective au niveau africain pour qu'on puisse avoir accès à ces licences, non pas par territoire, mais au niveau peut-être de ensembles sous-régionaux, comme vous le mentionnez peut-être tout à l'heure? Oui, nous pensons que l'Union africaine doit aller au-delà des déclarations politiques vers des actions concrètes. L'accès à la santé ne doit pas se limiter à des déclarations de chefs d'État, de conventions de tel pays. Il y en a, à chaque fois qu'ils se réunissent, il y a une déclaration qui sort, mais on ne voit pas de mise en œuvre. Je pense que l'Union africaine doit faire le pas en prenant des décisions qui ont été prises ailleurs, telles que des normes de convergence. Établir des normes de convergence et obliger les États à souscrire à ça. Et à partir de là, on peut définir quels sont les pays qui ont un dispositif très bien établi pour pouvoir, par exemple, produire. Je dis que on a dit que même les pays qui fabriquent, qui produisent localement, importent pour près de 80 à 90% des matières premières. Mais c'est des produits soit d'origine animale, soit d'origine chimique, etc., mais qu'on peut trouver. Il suffit que nos chercheurs soient mis en contribution, et ça peut se faire dans le cadre d'un partenariat avec des chercheurs du Nord. Aujourd'hui, nous avons une très bonne disposition des chercheurs du Nord à appuyer, à se valoriser en appuyant des chercheurs du Sud. Mais encore faut-il qu'on ait une démarche vers des objectifs bien définis à travers des stratégies elles-mêmes bien définies. Je pense que là, lorsque nous avons parlé des normes de convergence, quelqu'un de la Commission de l'Union africaine nous a dit « mais les pays sont tellement différents que ça va être difficile de les convaincre. » On dit, mais les pays sont en train de se regrouper par ensemble d'intégration régionale. Et il faut partir par là où l'intégration est plus avancée. Et nous avons donné le cas de la CEDEAO. La CEDEAO avance par normes de convergence. Dans le domaine de la santé, nous pensons également qu'on peut instaurer, la CEDEAO peut instaurer des normes de convergence sanitaire en indiquant sur une période donnée, au bout de 5 ans par exemple, nous devions avoir des systèmes de financement de la santé pour lever les barrières financières d'accès aux soins. Nous devrions disposer de systèmes de contrôle de la qualité des médicaments que nous importons déjà. Et ensuite, nous devons mettre en place un dispositif de production locale en s'appuyant sur les pays qui ont déjà des dispositions, tels que le Ghana, comme on l'a dit, tels que le Nigeria, tels que on a parlé de pharmacoïques au Bénin. Je pense en s'appuyant sur des exemples déjà en cours, faire émerger la production en mettant en place également des systèmes de contrôle. Mais il faut former à la fois les acteurs, comme l'a dit le collègue du Maroc, il faut former les acteurs qui vont intervenir au niveau de la production.
Et c'est là que les États doivent également s'engager, ne pas laisser dire le privé vous produisez, le privé vous devez également former les acteurs. Ça, c'est ça qui amène les coûts. L'État doit intervenir dans la formation des prescripteurs autant qu'il intervient dans le contrôle des qualités. Et c'est par rapport à ce que M. Cheikh Lalou a précisé en disant au Maroc, ce qu'on a fait, on a favoriser, si vous voulez, l'émergence d'un secteur pharmaceutique local, et notamment en passant peut-être par une phase semi-protectionniste. Est-ce que c'est nécessaire aussi en Afrique? C'est un choix à faire. Si vous appuyez dans ce sens-là. Exactement. Si nous prenons un cas pour lutter contre le paludisme, nous avons ici il y a un producteur local qui va adopter la même politique en Inde, c'est-à-dire produire des médicaments essentiels, efficaces, mais à faible coût. On va dire une décision globale, nous protégeons d'abord cette production locale. Et cela se réfère à n'importe quel produit de consommation. Si vous avez un acteur local qui met sur le marché un produit de consommation, un bien de consommation de bonne qualité à coût accessible, il faut avoir l'obligation morale de protéger au moins cet acteur qui crée des emplois en plus et qui paie des impôts. Exactement. Monsieur Jacquemot, d'abord, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce qui a été dit entre-temps, mais la question aussi subsidiaire, c'est qu'on a dit, pour pouvoir réduire le coût donc des médicaments notamment génériques, en Afrique, il faut favoriser une production locale, mais vous l'avez dit par ailleurs, mettre aussi en place des systèmes de remboursement de soins, des systèmes de sécurité sociale, de mutualisation. Et vous aviez justement un exemple à nous donner en cette matière. Allez-y. Oui, deux choses. Je confirme qu'on est quand même dans un univers conflictuel et toutes les avancées qui ont pu être obtenues, ça a été cité par notre collègue américain, l'ont été à la suite de combats menés par un certain nombre de pays, de gouvernements, voire d'individus, pour améliorer l'accès à la santé des pays africains. C'est évident en matière de lutte contre le sida. C'est là probablement où depuis 10 ans on a les résultats les plus spectaculaires, mais il faut dire qu'il y a des gens qui se sont battus pour faire baisser le coût des antirétroviraux. C'est aussi parce que le sida constitue une maladie menaçante pour les pays occidentaux, probablement qu'il y a eu autant de moyens mis sur la lutte contre le sida, probablement beaucoup plus qu'en faveur du paludisme, qui n'est pas une maladie menaçante pour les pays occidentaux. Mais il faut voir aussi que, vous l'avez évoqué à propos d'une campagne de dénigrement qui a fait beaucoup de bruit, organisée par un laboratoire, j'ajouterai qu'il est français, ce que vous n'osiez pas dire, qui essaie de dénigrer des génériques. Le cas de l'Inde est intéressant aussi. Beaucoup de combats ont été gagnés, notamment en faveur des anticancéreux. Je voudrais faire juste une petite remarque. Certes, le marché africain est ce qu'il est. Le marché nigérian, il est déjà de 170 millions d'habitants. Mais la croissance démographique africaine est telle, avec un taux de fécondité de 5 enfants en moyenne par femme, fait que le marché africain est appelé à une très grande croissance. Et je crois que le taux de croissance du médicament en Afrique est de l'ordre de 10%. Donc on a potentiellement nécessité à créer des situations irréversibles en faveur de la promotion du générique par des producteurs nationaux. Donc on est dans une dynamique. Il y a un état des lieux aujourd'hui, mais il y a une prospection à faire, une prospective à faire, à 10-15 ans qui nous amène à intensifier les efforts pour pouvoir assurer une couverture beaucoup plus forte. On est dans cette dynamique. Juste une petite mention, on est dans la même problématique dans des pays européens. Mon pays est très en retard sur un de ses voisins, les Pays-Bas. On estime que le générique a permis d'économiser 12 à 13 milliards d'euros à la sécurité sociale ces 10 dernières années. Mais on estime que chaque année, si on faisait mieux en matière d'approvisionnement de générique, on pourrait gagner 1 milliard. Sachant le déficit de notre système de protection sociale, il y a encore des marges importantes. Ce n'est pas uniquement une problématique africaine. Vous disiez que notre taux de couverture générique était encore très faible. C'est une problématique internationale. Alors pour en revenir à votre question, effectivement, on l'a dit, l'État a un rôle absolument indispensable, laboratoire de contrôle, homologation, politique en faveur des centrales d'achat, politique de promotion auprès des prescripteurs. Il y a tout un travail considérable. Juste une anecdote,
Je me souviens au Burkina Faso l'année dernière d'avoir devant une pharmacie rencontré un patient qui sortait de chez le médecin et qui avait une feuille de médicaments pour aller chercher ces médicaments, qui était remplie recto verso, et pratiquement le médecin avait prescrit tout ce qu'il fallait pour lutter contre le paludisme, contre la tuberculose. Enfin, c'était absolument effrayant. Et le pauvre homme allait chez le pharmacien et mettait l'argent dont qu'il avait en poche, et disant au pharmacien, vous me donnez ce que vous pouvez, ce qui correspond à l'argent. Donc évidemment, la prescription du médecin était tournée en ridicule, n'avait pas de sens. C'est évidemment une caricature, et heureusement c'est très rare, mais c'est un peu l'image qui illustre cette nécessité de travailler très fortement en direction du prescripteur. Alors c'est le travail que nous faisons, je trouve, avec mon ONG, et que d'autres ONG peuvent faire évidemment. Nous, on focalise notre attention sur le district, qui est l'entité la plus pertinente pour pouvoir mener localement une politique de santé, à la fois avec un travail sur les approvisionnements, la chaîne du froid, le conditionnement et le travail du stockage, le travail d'information des prescripteurs, médecins, pharmaciens, infirmiers, qui sont aussi des prescripteurs dans beaucoup de situations africaines, et puis un travail au travers des mutuelles de santé, généralement, et c'est là où elles marchent le mieux, de mutuelles de femmes. C'est les femmes qui savent le mieux gérer des mutuelles de santé, enfin dans les cas que je connais, dans un certain nombre de pays. Je pense à la Mauritanie, je pense au Bénin, je pense au Cameroun, je pense à Madagascar, à Haïti, qui n'est pas un pays africain, et tout un dispositif en faveur de ce qu'on appelle la micro-assurance santé, c'est-à-dire un système d'assurance, mais établi sur une base mutualiste, généralement adossé à un mécanisme de microfinance. Donc là, vous avez un ensemble de dispositifs qui reposent fondamentalement sur des principes coopératifs ou mutualistes, où l'État, malheureusement très largement défaillant, intervient très peu, mais c'est précisément en substitution à l'État qui n'est pas là, et on est sûr, pour à peu près 80% des maladies malheureusement qui affectent la population du district concerné, une couverture des soins dans des conditions relativement satisfaisantes. Donc ça, c'est un modèle. C'est aussi un modèle sanitaire, mais c'est aussi un modèle économique, qui doit trouver son équilibre financier par le recouvrement d'un certain nombre de coûts, parce qu'on ne peut pas durablement avoir un dispositif de ce type en faveur de la promotion de la santé, et notamment du médicament générique, qui passe sans un système de paiement et de facturation. Alors, vous pouvez avoir un système de facturation qui est modulé en fonction du pouvoir d'achat et qui peut à la limite être gratuit en direction des plus indigents, en condition que vous puissiez prouver que vous êtes indigent. C'est un problème bien connu dans beaucoup de situations africaines. Voilà, donc c'est ce genre de mécanisme économiquement viable et socialement correct, je dirais, dont nous assurons la promotion. Et après l'avoir mis en place, on lui donne ses chances, mais ça met du temps. Il faut en général une dizaine d'années pour pérenniser ce type de dispositif. On le laisse voguer par ses propres voiles, de façon à ne pas pérenniser notre présence. Voilà, c'est une des modalités, c'est pas la seule, ça n'exclut évidemment pas l'État, mais c'est une des modalités les plus intéressantes. Les expériences sont nombreuses en Afrique. La plus importante, la plus spectaculaire n'est pas en Afrique, c'est au Cambodge, une expérience très connue. Voilà, c'est un type de réponse que nous mettons en place. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cheikh Lalou, on a évoqué un peu tous les thèmes, pour comment produire sur place, la question de la régulation qui a été très bien mise en exergue par Monsieur Boïki, mais aussi par vous, quand vous l'avez dit, il faut lutter contre, vous avez expliqué le système de contrôle qui existe au Maroc, de très grande qualité, et puis aussi la lutte contre les faux médicaments, mais on n'a peut-être pas assez parlé de la question de la distribution pour que ce médicament puisse atteindre tous les coins et les recoins. Alors vous l'avez dit, avec les pays d'Afrique subsaharienne avec lesquels vous travaillez, si j'ai bien compris, vous n'allez pas jusqu'au bout de la chaîne. Vous êtes en relation avec des grossistes, oui. Notamment, vous avez dit, 2 grands Français qui contrôlent le marché, et c'est à eux que vous laissez le soin de distribuer sur place. Mais alors, je ne sais pas comment vous vous assurez que votre produit est distribué au fin fond du Mali ou du Bénin et puisse atteindre le consommateur local. Vous vous en préoccupez pas, vous ?
disons que nous avons des équipes sur place qui travaillent avec les médecins, qui travaillent avec les cliniques, et puis des équipes aussi qui suivent ces grossistes. Mais le maillage serait certainement meilleur pour atteindre tous les coins reculés s'il y avait plus d'initiatives locales, de gens africains, de régions qui commenceraient à tisser des réseaux qui soient soit concurrents, soit complémentaires. Mais sinon, c'est très difficile de le faire soi-même. Je veux dire, il n'y a aucun laboratoire qui ne peut arriver là-bas et ne pas composer avec ce circuit de distribution, de grossistes. Il est très risqué de travailler en direct avec les officines pour des problèmes de recouvrement, etc. Donc, il faut composer avec ce réseau-là. Et au Maroc, comment on fait alors? Là j'imagine que le maillage, vous avez plus de contrôle dessus. Oui, si vous voulez, l'industrie pharmaceutique marocaine a été dessinée avec un décret de 1960. Donc ça fait plus de 50 ans qu'il y a eu quand même des bases qui ont été posées. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi du temps. Et on a un système extrêmement clair avec toute la traçabilité qu'il faut, avec des grossistes qui sont présents sur toutes les villes importantes. Donc on n'a pas de problème de disponibilité. Nous avons même une telle concurrence au Maroc avec les grossisteries présentes qu'on a copié les Moselles. Pizza Hut, une pharmacie, on la livre des fois 6 fois par jour. Il faut vous imaginer, parce qu'ensuite il y a une concurrence, c'est que le pharmacien a d'autres problématiques où il ne veut pas avoir de stock lui-même et donc il stocke tout chez le grossiste qui l'appelle à la commande. Donc le rôle du grossiste est vraiment important. Voilà. Eh ben, le Marocain mériterait d'être mieux connu, en tout cas en Afrique, et il pourrait peut-être servir de référence. Monsieur Boïki, vous avez insisté sur la question de la régulation en disant, au fond, l'enjeu n'est peut-être pas simplement d'obtenir les licences, mais c'est d'avoir une meilleure régulation au niveau africain. Il y a des exemples qui existent, il faut les renforcer, les appuyer. Vous travaillez aussi notamment, vous l'avez dit, avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Comment, par exemple, votre travail à ce niveau-là permet d'une distribution qui va jusqu'aux points, les coins les plus reculés, par exemple, dans les pays africains? Thank you. It's a real challenge. Obviously, a lot of the global health work, both for the Bill and Melinda Gates Foundation, also the Global Fund, the Global Alliance for Vaccine and Immunization, all of these programs focus on trying to reach the poorest people in the setting with the least infrastructure. So how do you do that? And for years, you found you couldn't go to a global health conference without somebody pointing out, if you can get a bottle of Coca-Cola everywhere in the world, why can't we get this vaccine or vaccination or this anti-malarial product everywhere in the world? And one of the solutions that you're starting to see more of in global health is we are packaging our vaccines and our medicines with Coca-Cola. And what I mean by that is we're leveraging other supply networks. And there is a current partnership with Coca-Cola to do that. The short answer, the way Coca-Cola does it, is everybody gets paid. You'd be amazed what you can do when everybody gets paid. Down the supply chain, there are requirements for performance, and shockingly, you get your Coca-Cola. That has not always been true in global health, but we are trying, in part because of you're reaching such poor people and you're funding by scarce donor dollars, there's not an unlimited amount of money to be paid. So we are trying to look at efficiencies of working with other networks that are reaching those same populations and trying to pair our products with that. That is one model that has worked. In other settings, such as the U.S. PEPFAR program, the President's Emergency Fund for AIDS relief, that has effectively built its own network. That's extremely expensive.
then currently there are ways of looking at trying to leverage that platform also for delivering other drugs, whether it be for heart disease or diabetes, or even other infectious diseases. So that's something that's being explored as well. But it's a real challenge, and I'm glad you brought this up because people often assume that access to medicines is really either just about patents or about regulation or about production. But in many cases, it's about reaching the patient, and particularly in many parts of Africa, that's an enormous challenge. So it's a great question. Thank you. Même question donc justement de la distribution à Monsieur Sommet et puis à Monsieur Jacquemont. De par votre expérience, vous avez quelque chose peut-être à ajouter? Pour la distribution, je crois que là aussi intervient le rôle de l'État. Parce que c'est les structures de soins qui prescrivent. Et donc, les structures de distribution s'efforcent de se rapprocher des prescripteurs. Nous prenons le cas, je prends le cas du pays que je connais le mieux, le Burkina. Au niveau des districts, il y a, d'abord vous avez la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, la CAMEG, qui a été créée. À la suite de ça, les privés se sont constitués également en centrale d'achat de médicaments essentiels, mais pas toujours génériques. Maintenant, ces centrales d'achat approvisionnent des centrales régionales d'approvisionnement, de distribution, lesquelles approvisionnent les centrales au niveau des districts. Et chaque district maintenant approvisionne les centres de santé et le privé peut également s'approvisionner auprès de ces centrales, des structures de distribution régionales ou au niveau des districts. Donc, cette organisation doit revenir, l'État doit veiller, parce que l'État est responsable de la santé des populations, l'État doit veiller à ce que ce maillage-là permette aux médicaments d'arriver là où on a besoin de médicaments. Et ces centrales d'achat, elles sont détenues par le privé ou le public? Vous avez la CAMEC qui est une association qui est gérée par où il y a l'État qui est majoritaire, mais vous avez les centrales d'achat qui sont gérées par les pharmaciens privés qui veulent également assurer la disposition, qui font un peu la concurrence à la CAMEG. La CAMEG s'occupe des médicaments essentiels génériques, tandis que les autres centrales d'achat du privé importent d'autres médicaments essentiels, mais qui ne sont pas obligatoirement génériques. Très bien, Monsieur Jacquemont. Oui, je vais citer un exemple qui vous tiendra à cœur, puisque il vient de la République démocratique du Congo, où j'ai servi pendant un peu plus de 3 ans, dans une région parmi les plus meurtries au monde, puisqu'il s'agit du Sud Kivu, qui est encore traversé par une guerre civile depuis 1996 et qui n'a jamais été une situation de paix, où l'État en matière de santé est défaillant, je dirais presque absent, mais où il existe une structure confessionnelle qui est catholique, les œuvres médicales pour la santé, et qui a établi un dispositif de santé total, qui va de l'hôpital de référence, qui est à Bukavu, et un certain nombre d'hôpitaux secondaires jusqu'au centre de santé primaire. Rien de très particulier, sauf que ce n'est pas l'État, c'est confessionnel, donc c'est une forme associative et privée, avec un système de mutuelle de santé qui compte plus de 30 000 adhérents, donc qui permet de financer le dispositif, et à la tête, une centrale d'achat de médicaments essentiels, mais également une usine qui fabrique non pas des produits génériques, mais des conditionnements. C'est-à-dire qu'on fabrique, c'est la France qui a financé le déclenchement, la création de l'unité, qui fabrique simplement des boîtes en plastique permettant de refaire du conditionnement à partir de génériques qui viennent tous des Pays-Bas, une centrale d'achat néerlandaise qui est très connue dans le monde entier, qui assure les meilleurs prix, les meilleures qualités, etc. Et donc on fait du reconditionnement pour pouvoir vendre, sinon à l'unité, et plutôt que de vendre une tablette de 20 comprimés, si la personne n'en a besoin que de 4, on vend 4 comprimés. On fabrique aussi des seringues. On fabrique des panneaux solaires pour équiper les hôpitaux secondaires. Et avec mon épouse qui est ici présente, on a inauguré l'électrification
d'un hôpital de Brousse qui n'avait strictement aucun accès à l'électricité, était complètement défaillante. Donc vous pouvez reconstruire à une échelle, moi que j'appelle le district, parce que je crois que c'est le terme consacré par l'OMS, vous pouvez reconstruire un dispositif en marge de celui de l'État quand il n'est plus là, parfaitement viable, parce qu'il se finance un peu par l'aide internationale, notamment sur les programmes verticaux qu'on a évoqués, sida, tuberculose et malaria, enfin paludisme, mais vous pouvez trouver progressivement son équilibre financier, y compris dans une zone de guerre ou de quasi-guerre. C'est quand même assez exceptionnel. Le seul problème, la seule chose que je n'ai jamais résolue, c'est qu'on fabrique aussi des solutés, même un peu subventionnées. Il y a des importations de Chine qui sont moins chères que nous. Sur du soluté, pourtant c'est un produit de faible valeur. Alors là, ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas. Comment arriver à un endroit aussi éloigné, aussi... Eh bien, il y a une concurrence de produits de basse qualité, mais qui arrivent dans cette région. Mais pour le reste, je trouve que c'est un bon exemple de mécanisme qui s'équilibre dans des situations parmi les plus tragiques. Je crois que c'est intéressant, en tout cas, à promouvoir ce genre de success stories. Je crois qu'on en a besoin, d'expériences réussies en matière de santé. Très bien, vous me donnerez les coordonnées pour que j'aille filmer ça. Voilà, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Je voudrais maintenant, si le public veut peut-être réagir, est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vois 3 mains qui se lèvent. Monsieur, vous voulez poser une question? Ah non, allez-y, monsieur. Et ensuite, je passe à vous. Présentez-vous, soyez bref, si vous avez une question. Bonsoir, je me présente, Rahim Kamal, pharmacien à Tanger. Alors, je vous ai entendu parler du générique et du coup, tout ça. Dernièrement, on en parle un petit peu partout, mais je crois que, primo, tout État qui se respecte devrait garantir le pouvoir d'achat de ses citoyens. Donc, le fait de parler de diminution de prix du coût des médicaments, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas uniquement de médicaments, même quand on est très, très malade, on ne vit pas que de médicaments. Et moi, la constatation que j'ai faite, dernièrement, par exemple, en France, il y avait un problème dans le secteur des œufs, des producteurs des œufs. Il paraît que des producteurs qui vendaient la douzaine à 0,6 € la douzaine se retrouvaient dans les supermarchés à 3 à 4 € la douzaine. Alors le coût était vraiment... Et par contre, dans le secteur pharmaceutique, un produit qui est vendu par les fabricants 0,6 € se retrouve dans les pharmacies à 1 € et pas plus, ni 2 ni 3 €. Donc moi, le puzzle que je dis dans tout ça, c'est que le secteur pharmaceutique marocain, par exemple, c'est des pharmacies, à peu près 12 000 pharmacies un petit peu éparpillées dans tout le territoire marocain. Mais il se trouve que parmi ces 12 000, il paraît qu'il y a un tiers qui sont en faillite masquée parce qu'ils ne peuvent pas déclarer faillite parce qu'ils vont perdre même leur diplôme et tout ça. Alors le secteur pharmaceutique, c'est vrai, c'est aussi un secteur économique, mais c'est pas uniquement mercantile. Parce que quand on parle de générique, le médicament, c'est quelque chose d'un peu spécial. Il y a le prescripteur, il y a le pharmacien qui est une profession réglementée qui délivre. Et on ne peut pas parler du médicament comme n'importe quel produit. Mais le problème, moi, ça ne me dérange pas d'entendre parler des prix des médicaments et tout ça. Mais ce qui me dérange, c'est que j'entends pas le même discours par rapport à l'habitat, par exemple. Même s'il y a des milliers de personnes dans SDF et des milliers d'appartements ou de maisons qui sont vides, tout le monde s'en fout. On s'en fout des prix. Même pour les prix de la nourriture et tout ça, on s'en fout. Mais il y a eu comme une fixation sur le prix du médicament, alors que même si on touche le prix du médicament, il faut y aller mollo parce qu'on risque de faire, par exemple, si on baisse, il y a un tiers qui est en faillite et ça ne va pas arranger la population non plus. Si les pharmacies ferment. Merci. Merci, monsieur, pour cette prise de position. Là, monsieur, oui. Ah, vous aviez levé la main aussi. Allez-y. Oui, je veux. Yeah. Je vais poser la question en anglais. Oui. Recently, I read an article it was an interview with Bill Gates in a lot of the European financial press.
And what the thrust of the article, what Bill Gates was saying, was that connectivity with the internet won't solve Africa's health problems. With the example of Europe, there's online pharmacies, which are happening in some countries. I was wondering if the online pharmacy could help solve some of the problems in Africa. That's my question. Merci beaucoup. Okay. Thank you. Dernière question, monsieur, là. Vous voulez poser une question, je ne sais pas. Allez-y alors. Thank you. I have three questions. The first one is going to be to Mr. Thomas, and the second one, la deuxième, ça va être à monsieur l'ambassadeur et monsieur Sommet, et la troisième, ça va être à Selhlou. Alors, the first one, how can get into this perspective for the bodies back there in Washington, like in the Defense Department, still like the pharmaceutical industry is still between the hands of the private companies, and we know against terrorism policies, can the pharmaceutical sector be drained by the Defense Department and invest and make this thing as a business for profit? The second question was pour M. Sommet et M. l'ambassadeur. Alors, lors de l'intervention du NATO sur la Mali, dans une intervention contre le terrorisme, vous ne voyez pas que le terrorisme du futur peut être avec des armes bactériologiques. Alors, est-ce que l'Union européenne, dans sa politique, je pense que c'était le 2011, le rapport 2011, est-ce qu'il n'a pas intégré la défense sanitaire à travers la commercialisation ou bien des investissements dans le secteur pharmaceutique pour des défis ou bien des menaces bactériologiques? Les sociétés d'assurance ici au Maroc, alors elles sont dehors le circuit de la sécurité, plutôt de la protection d'aman sahih. Alors, ils font de l'argent et vous déboursez beaucoup d'argent pour investir en RD, recherche et développement, alors que eux, ils ont l'argent du beurre et vous faites tant d'investissements et vous êtes tout le temps pointé vos doigts, vous faites trop de bénéfices, vous êtes très demandant. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir une coopération, un joint venture, entre les compagnies d'assurance et les compagnies pharmaceutiques pour une sécurité de santé équitable? Merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre première question en français, parce qu'elle n'a pas été bien captée en anglais, on s'excuse. Okay, répétez-la en français. Ok, alors pour... la question adressée à M. Thomas Bouiki. Oui. Alors, je reviens sur la question. Le secteur, plutôt le Defense Department in the US. Alors, comment ce département-là, il peut intégrer la donnée de l'industrie pharmaceutique dans ses opérations de maintien de paix ou bien de lutte contre le terrorisme des weapons of mass destruction? Or did you get the point? Thank you. Okay. Dernière question. Allez-y vite pour qu'on puisse laisser le temps à nos panélistes de répondre. Bon, je m'adresse principalement à Ashraf Soukari. Je suis étudiant en 6e année médecine générale, secrétaire général de l'Association nationale des étudiants en médecine. Alors, ma question, c'est à M. Cherhlou principalement. Donc, on parle principalement du coût, parce que le médicament générique et le principe, c'est juste une différence de coût. Donc, ma question, c'est où en est-il en matière de baisse de prix des médicaments principes, que le patient marocain attend depuis le début d'année. Et ce même patient, ce pauvre patient qui paye 3 fois plus en antibiotiques par rapport à l'Algérie et à la Tunisie, qui sont 2 pays de la région. Et ma deuxième question, c'est, je pense que la pierre angulaire, c'est de tracer actuellement une feuille de route pour promouvoir l'utilisation et la prescription de ces médicaments génériques. Nous avons 30% de médicaments génériques au Maroc qui ne sont pas prescrits par les médecins, par les pharmaciens, par les infirmiers également dans des patelins. Donc comment peut-on faire pour la promotion de cette prescription? Merci.
Merci. Alors, non, mais on va y aller. Alors, très succinctement, alors, très vite, très vite. Donc, bonjour, bonsoir plutôt. Donc, je me présente, Akrim Mohamed, médecin en formation et coordinateur national de la santé publique au sein de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine. Donc, un point commun que vous avez évoqué tous les intervenants, c'est l'interaction entre les acteurs locaux et les prescripteurs. Donc, en termes d'information scientifique, plus spécifiquement envers les médecins. Donc, cette solution qui a adoptée M. Hello, donc je me demande quelles sont vos stratégies et peut-être vos projets pour faire passer cette approche aux médecins en formation, aux étudiants en médecine et aux prescripteurs, tout en sachant qu'ils sont des piliers de cet enjeu. L'approche du fait que les prescripteurs, l'interaction entre les acteurs locaux et les prescripteurs, quand vous pouvez passer cette approche d'information scientifique concernant les génériques, les médicaments génériques pour les médecins. Vous avez compris? Vous avez capté la question, M. Lalou? Quelle est votre stratégie et peut-être vos projets pour former les prescripteurs, les médecins en formation en termes d'information scientifique concernant les médicaments génériques? Formation ou les médecins établis? Les médecins en formation, ils sont les piliers de la prescription. D'accord, ça va. Si on veut bien sûr que les médicaments ils sont produits, ils sont distribués, ils sont là, quelles sont vos approches pour former ces médecins? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander une performance, c'est-à-dire répondre en peu de temps à beaucoup de questions. Et je commencerai par vous, M. Cheklalou, puisque vous avez été celui qui a été le plus choyé. J'ai compté en tout 4 questions pour vous. Donc, allez-y. Donc, la première question, je crois que c'était le monde de l'assurance et le monde de la pharmacie. Oui. Voilà. Je pense que c'est 2 choses distinctes. Il peut pas y avoir, je ne connais pas de système où il y a une fusion ou une joint venture entre une assurance et un fabricant de médicaments. Je pense que c'est des choses qu'il faut garder séparées. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne au Maroc, on a une certaine partie seulement d'assurance privée. Ça ne couvre pas tout. Vous savez que le médicament au Maroc, c'est principalement out of pocket, c'est-à-dire mais jusqu'à ce qu'on ait mis en place l'AMO qui change énormément les choses. C'est un pas vraiment important qui est en train d'avancer de plus en plus et l'État a pris une responsabilité très très importante et ça je peux vous le confirmer parce qu'en tant que fabricant de médicaments on voit les engagements qu'est en train de prendre l'État dans les appels d'offres. Maintenant, comment les choses peuvent évoluer entre les assurances privées et les fabricants de médicaments, on ne va pas réinventer les choses. Donc, je vois des modèles en Europe ou aux États-Unis où vous avez ce qu'on appelle des HMO aux États-Unis notamment, donc c'est Healthcare Managed Organization, qui vont faire des deals avec les laboratoires pour référencer un certain nombre de molécules, mais c'est une organisation de la santé. Là, il y a interaction entre ces assurances et les labos qui est différente de la nôtre au Maroc. Donc, on n'est pas, nous, sur ce même système-là. Donc, pour moi, c'est encore 2 choses distinctes. J'espère avoir répondu et je suis content que j'ai eu cette question parce que les premières sont beaucoup plus compliquées. Je vais juste vous demander d'aller vite. Vous allez répondre aux 2 autres questions? Oui, si vous voulez. Alors la deuxième, c'était... Il y a déjà la question sur la formation des jeunes médecins. La baisse des prix, oui. La baisse des prix, ensuite la formation des jeunes médecins. C'est ça les 2 questions. Bon, la baisse des prix, c'est très simple. Enfin, c'est mon analyse des choses. Il y a eu un rapport parlementaire il y a 3 ans qui a dit les médicaments sont chers. En réalité, seulement certains médicaments ont été vus par ce rapport parlementaire, donc ce n'est pas la totalité, et il se trouve souvent que ce sont des médicaments qui viennent de multinationales. Comment on a dit c'est cher? Parce qu'on a tout simplement comparé leurs prix par rapport à des prix en Europe,
en disant Allahumma damon car comment dans un pays bhalna on peut acheter le même produit plus cher. C'est normal et il faut réagir. Alors, quelle a été la réaction? Elle a été de dire, OK, et le ministère a fait ça en discussion avec les industriels, nous allons on va formaliser ça. C'est-à-dire, un prix un médicament, ça va suivre de nouvelles règles qui sont des règles de benchmark. On a pris 7 pays européens et des pays de la région arabe également, et on a dit on va les benchmarker. Donc, tout produit maintenant original, on regarde son prix sur ces 7 pays et on prend le moins cher. Alors, ça fait mal aux industriels, mais c'est la règle qui est en train de se mettre en place, qui va être mise en place, je pense, imminemment, et qui est, je trouve, normal, parce qu'on doit avoir... donc ça, c'est pour ces médicaments-là. Mais le plus gros des médicaments, aller en pharmacie. Vous voyez, nos médicaments Flumrib sont quand même accessibles. Il y a énormément de médicaments qui sont bien moins, de même qualité et bien moins chers que dans ces pays-là. Donc, le problème, pourquoi peut-être ce n'est pas encore appliqué, et c'est ce que vous posez comme question, c'est parce que ça va toucher les pharmacies. Et c'est une réalité, parce que si vous revoyez ces prix à la baisse, et bien forcément le chiffre d'affaires des pharmacies, et comme le disait monsieur, on a 12 000 pharmacies au Maroc, et un bon tiers sont dans des situations de quasi-faillite très difficiles, ça touche. Et donc ça c'est un problème, et ce n'est pas un problème facile à régler, donc ça prend du temps, et on est en train de voir. Je pense qu'on est en train de s'acheminer vers une solution qui va permettre de préserver l'officine. Enfin, c'est ce que j'entends. Monsieur Lalou, s'il vous plaît, voilà. Le temps presse. Allez, voilà, à la dernière question. Voilà pour répondre. Ensuite, par rapport à la formation, la formation, au quotidien, nous travaillons, enfin, en tout cas mon laboratoire, avec le corps médical, à travers des visites, à travers des réunions médecins, à travers des congrès, à travers des sites web. Nous déployons la même chose au niveau des étudiants en médecine. Et si vous avez des initiatives particulières, marhaba. Donc voilà, j'espère avoir... Merci beaucoup. Thomas, so for you, the first question was about online pharmacy. What do you think about that? And really, I didn't get the second question. No, actually, I am pleased. They're both great questions and unusual, so I appreciate that. The first question was about Bill Gates' comments that medicines are more important than the internet, or the internet is nice, but medicines for poor people would be better, and how that might relate to online pharmacies. First, to give a bit of context on Bill Gates's comments, this is in response to Mark Zuckerberg, who some of you may know is the founder of Facebook, a social media network. He is now funding a big initiative to extend internet access to poor countries, and there's a lot of enthusiasm about what internet access might do and change economies and so forth. And I think there's some frustration in some quarters, obviously Bill Gates being among them, that internet access is nice, but if people are dying of malaria and HIV/AIDS, being able to surf the web may not solve their problems. I personally am somewhat sympathetic to that argument. But in terms of the question of online pharmacies, where online pharmacies are really useful are in places like the US, where you have what online pharmacies allow you to do is buy drugs that are cheaper elsewhere, perhaps in other countries, and then use them in your country. That works in the United States because drugs are the most expensive anywhere in the world. Overall, the US represents 50% of the world's pharmaceutical market. And you can purchase drugs online because many people have the wealth to buy it out of pocket, and they'll buy their cancer treatments there. Online pharmacies probably, it's a really interesting question, but for the developing world probably won't help as much because you need to have people who have enough money that they can buy it themselves,
and then you still have all the challenges of delivery and having a healthcare system to support it. But it's a really interesting question, so I'm glad for it. The second was what might be the intersection, as I understood it, between the Defense Department and the pharmaceutical industry. And there's actually a fair amount of intersection in really three contexts. Just briefly, some of you may have heard about the 90-10 gap, which is a study in at the end of around 2000, saying that 90% of the world's research goes to solving 10% of the world's problems. There are no drugs for many of the diseases that affect 90% of the world. The drugs that did exist were all produced by the military. The reason why there are some drugs for malaria, there were some drugs for some neglected tropical diseases that my colleague at the end mentioned before, is because countries like the US or the United Kingdom or France sent armies to those locations and they needed drugs to be able to treat them. So that's where you got most of your drugs, either that or veterinary products. People use veterinary products to treat a lot of neglected diseases early on. So that's where many of the diseases, many of the treatments have. So that's the first way the military interacts. The second is, as you mentioned, on biosecurity. So after September 11th, there was a scare with anthrax, and the question was, how would we protect our national security? There was enormous investment in the U.S. in trying to produce treatments for anthrax. The U.S., you hear about this all the time, the U.S. actually threatened a compulsory license as a way of trying to lower the price of a product that was used for anthrax at the time. All of that was done in connection with the military, so that's another way. The last is there are many people that feel the U.S. Army is slowly no longer becoming an army, it's becoming a healthcare and benefits association for veterans. And it's an enormous percentage of the U.S. military expenditure is supporting veterans. So the VA is one of the largest procurer of drugs in the United, probably is the largest procurer of drugs in the United States. So it is an enormous purchaser of products. One last interesting fact about that, it is part of the reason drug prices are so high in the U.S., it is illegal to bulk negotiate. So in many countries, if you have a national health insurer or a national benefit, you buy in bulk. So if you are going to buy many things, you're not going to buy them individually. You're going to negotiate for a bargain because you're buying so many things, you want it to be cheaper because you're buying a big volume of it. That's illegal in the US, and that's one of the reasons drug prices are so high in Medicare. The VA is the one exception. And for that reason, the Veterans Administration, that's what the VA is, the Veteran Administration pays something in the area of 25%, 30% of what the government pays for other products in other areas. So it really has lowered the prices dramatically. But those are my three things where the military and the pharmaceutical industry interact. Thank you very much. Monsieur Jacquemont, il y avait aussi une question pour vous. Oui, vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Je vais répondre à deux questions en même temps, mais ils n'écoutent pas, mais ça n'a pas d'importance. À propos de la criminalité, on a parlé des médicaments contrefaits. Je voudrais juste vous donner un chiffre. Si vous avez $1 000 à investir, si vous l'investissez dans la fausse monnaie ou dans le trafic d'héroïne, ça vous rapporte $20 000. Si vous l'investissez dans la contrefaçon de cigarettes, $43 000. Si vous investissez vos $1 000 dans la contrefaçon de médicaments, ça vous rapporte entre $200 et $400 000. La criminalité autour du médicament est quelque chose d'absolument considérable. Et on est confronté à des lobbies extrêmement puissants, installés un peu partout, y compris en Afrique. Et le Nigeria est malheureusement une des plaques tournantes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je réponds à propos de la vente online. On estime actuellement que plus de 62% des médicaments qui sont vendus en ligne en Afrique sont contrefaits. Donc ce n'est pas la solution, ça n'est pas la solution adéquate pour lutter contre ce véritable fléau, qui est un fléau visible, vous le disiez tout à l'heure à Kinshasa, on le voit dans la rue quotidiennement, mais c'est un fléau qui investit le circuit pharmaceutique et qui est absolument partout. La seule opération intéressante et un peu significative que j'ai vue, c'est au Ghana, à Accra, à l'aide du téléphone portable, la lecture du code barre du médicament.
qui permet de vérifier sa traçabilité. Vu la diffusion absolument exponentielle du téléphone et du mobile Internet maintenant en Afrique, on peut estimer que c'est peut-être aussi une solution de sortie à ce véritable fléau. Parce que le médicament contrefait non seulement vous apporte aucun bien, puisqu'il ne présente aucune des substances de nature à pouvoir vous guérir, mais dans quelques fois, il dégrade votre santé. Donc c'est vraiment un fléau. Et j'insiste beaucoup sur l'importance en termes de criminalité internationale associée aux médicaments. Merci beaucoup. Avant de conclure, M. Sommet, comme vous n'avez pas eu une parole la dernière fois, je vous laisse 30 secondes pour commenter peut-être les questions qui viennent d'être posées. Je pense que les aspects essentiels ont été touchés, on ne les a pas approfondis et ce n'est pas le lieu. Le plus important, c'est que nos pays prennent conscience qu'ils ont l'obligation de travailler à ce que les médicaments soient disponibles, accessibles et de bonne qualité. Et il faut également travailler à ce qu'il y ait des mécanismes, ce soit à travers des mutuelles, ce soit à travers des systèmes d'assurance, que ces mécanismes-là permettent à tout le monde d'avoir accès à des médicaments de qualité. Et pour répondre brièvement à la question posée par quelqu'un, les systèmes d'assurance sont là pour négocier les relations, surtout avec les prestataires de soins. Il peut y avoir des négociations avec des pharmacies privées, mais pas avec les pharmaciens, les fabricants, etc. Donc je pense que ces dispositions, pour que toutes ces dispositions fonctionnent, l'État doit assumer sa responsabilité dans la formateur de tous les acteurs, en mettant en place également des mécanismes de régulation et de contrôle. Merci beaucoup. Et je pense que c'est un des points les plus essentiels qui ont été rappelés ici et sur lesquels beaucoup ont insisté, c'est la question de la régulation et la façon dont, au niveau de l'Afrique, on peut mettre toutes les forces en place pour essayer d'avoir des instances de régulation très solides au niveau national, régional ou continental. Merci à tous les panélistes et les intervenants pour la pertinence de vos propos, la concision aussi de vos propos et le fait que nous avez éclairé sur des questions importantes, ce qui concerne la santé publique. Merci à vous, à l'audience, pour votre attention et puis aussi la pertinence aussi de vos questions. Et on espère qu'on pourra prolonger ce débat sans doute l'année prochaine. Ça dépend des organisateurs des Meddays, qu'on remercie aussi d'avoir choisi ce thème combien important, et on l'a entendu, peut-être qu'on pourra l'étendre à la question précise des faux médicaments l'année prochaine. Merci à tous.